Bonjour, mon nom est Guy Nessim et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui ma première émission sur Fréquence Tel Aviv. Alors j'ai choisi un sujet dont le titre est assez accrocheur. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, c'est-à-dire les crashs boursiers. Alors évidemment c'est très mystérieux, de temps en temps il y en a un, tout le monde, on entend énormément d'explications, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment fait le tour de ce phénomène. Alors je commencerai en faisant une distinction entre les crashs boursiers et les marchés baissiers. En fait, un crash boursier, pour prendre une comparaison climatique, c'est comme un orage tropical très violent qui est très spectaculaire, mais ensuite le soleil peut nuire 10 minutes plus tard. En fait, il peut faire très beau 10 minutes plus tard. Un marché baissier, ça serait plutôt une pluie d'automne, une pluie de novembre, de décembre, d'hiver, qui dure très longtemps, qui n'est pas très violente, mais qui dure longtemps. Et alors, dans ce cas, avec une comparaison comme ça, on peut dire finalement les crashs boursiers, c'est pas mal, quoi. Ça dure 10 minutes et puis ensuite tout va bien de nouveau. En fait, non, parce que comme les orages très violents, le problème des crashs boursiers, et on a eu malheureusement un exemple très parlant il y a une dizaine d'années, ça détruit complètement l'environnement. S'ils sont trop violents, ça détruit l'environnement, alors qu'une pluie, évidemment, ça fait pas trop de dégâts. Alors pour terminer cette comparaison entre les crashs et les marchés baissiers, je voudrais dire que, en fait, un crash boursier n'est pas incompatible d'un marché haussier. Et je voudrais rappeler une anecdote. C'est qu'en 1987, le nouveau patron de la Fed de l'époque, la Federal Reserve américaine, Alan Greenspan, avait donné une grande interview dans le Barron's, qui était le journal new-yorkais financier, qui est toujours d'ailleurs le grand journal de New York, en expliquant qu'il était très optimiste sur les marchés. 15 jours plus tard, il y avait un crash boursier monstrueux, le premier de l'histoire, d'ailleurs de l'histoire moderne. Alors évidemment, tout le monde s'était retourné vers Alan Greenspan, et en fait, il a eu raison. Les marchés n'ont pas arrêté de monter ensuite pendant des années, mais il y a eu cet accident. Alors pourquoi on a des crashs boursiers par rapport au marché baissier? Alors là, je vais donner une première explication avant de rentrer dans beaucoup plus de détails. C'est qu'en fait, les crashs boursiers ne sont jamais dus à des problèmes fondamentaux. Les crashs boursiers sont dus à des problèmes techniques, on va expliquer ça. Les marchés baissiers sont dus à des problèmes fondamentaux de l'économie, et ça peut baisser indéfiniment. Les crashs boursiers, non, c'est un problème technique, il y a un excès de spéculation, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça peut exploser comme un orage tropical. Et ça peut ne pas avoir de suite, sauf qu'au passage, l'environnement en prend un coup. Alors, on va rentrer dans des notions maintenant qui sont pas complexes, mais qu'il faut vraiment expliquer très clairement. Et là, je m'inspire toujours quand je dois faire ce genre d'exercice d'une phrase de Richard Feynman, qui était un prix Nobel de physique, qui disait que s'il n'arrivait pas à expliquer des choses extrêmement complexes aux étudiants de première année dans des termes très simples, c'est que lui-même n'avait pas compris. Donc j'espère que j'ai compris et que je vais réussir à vous expliquer ça dans des termes extrêmement simples. Alors pour commencer, justement, je vais détailler un certain nombre de notions qui sont très simples, que beaucoup de gens pensent connaître. En fait, beaucoup de gens évidemment les connaissent, mais certains pensent les connaître et en fait les connaissent pas. Mais on va avoir recours à ces notions plus tard dans l'exposé, et je préfère les définir tout de suite de façon très claire et très simple, de façon à ne pas revenir sur ces notions. Alors je vais déjà expliquer rapidement, moi à chaque fois ça va prendre 30 secondes pour l'expliquer, ce que c'est qu'un marché à terme. Alors c'est une notion importante pour comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers. Un marché à terme, c'est quand vous vendez quelque chose, vous fixez le prix tout de suite, mais vous le livrez plus tard. Alors je prends un exemple simple, vous avez une tonne de pommes de terre, mais vous disposerez de cette tonne de pommes de terre quand vous êtes agriculteur, par exemple, que 3 mois plus tard. Vous la vendez à terme, c'est-à-dire vous fixez le prix au moment de la vente, et la livraison a lieu 3 mois plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle un marché à terme. C'est très simple, mais c'est une notion qui va être beaucoup utilisée. Alors, pour comprendre un peu plus cette notion de marché à terme, il faut parler de la notion, ce qu'on appelle en anglais deposit, un dépôt. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous vous vendez votre tonne de pommes de terre, l'acheteur doit avoir une certaine solidité financière pour l'acheter en face. Même si c'est une tonne de pommes de terre, ça coûte pas très cher. Donc, il va laisser sur place ce qu'on appelle un dépôt. C'est-à-dire si par exemple la tonne de pommes de terre coûte, on va dire $1000, il va vous laisser un dépôt, disons, de $100. Pour garantir qu'il puisse payer plus tard cette tonne de pommes de terre. Voilà, si la pomme de terre baisse de $1 à 90 cents le kilo, évidemment il aura moins d'argent quand il va lui-même revendre cette tonne de pommes de terre qu'il va acheter, donc il va devoir rajouter de l'argent au dépôt. Si par contre la pomme de terre monte, il va accroître sa richesse, même s'il aura que dans un mois, donc en fait le dépôt suffira. Donc c'est ce qu'on appelle un dépôt, le terme technique anglais c'est mark to the market. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce dépôt varie en fonction du prix de ce qu'on achète. Si ça monte ou si ça baisse, évidemment, si on est dans le mauvais sens, on va rajouter de l'argent. De façon à ce que le dépôt représente toujours 10% du montant final. Deuxième notion à expliquer, l'effet de levier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un effet de levier ?
En fait, c'est quand vous achetez vous achetez des choses qui valent plus cher que l'argent que vous mettez. Bon, dans le cas de la pomme de terre, on vient à cet exemple basique de pomme de terre, c'est le cas, puisque avec 100 dollars, l'acheteur peut se procurer un bien qui vaut 1000 dollars. Donc il y a un effet de levier de 900 dollars, qu'on appelle en anglais le leverage, qu'on entend beaucoup, mais en fait on entend beaucoup parler de ce terme de leverage. Donc l'effet de levier, c'est quand vous achetez quelque chose avec moins d'argent que ça ne vaut. C'est assez simple. Autre notion que je voudrais expliquer, enfin autre donnée, c'est la notion de notionnel, justement. C'est très important pour comprendre les marchés actuels. Le déposit était de 100 dollars dans l'exemple des pommes de terre. En fait, le notionnel représente la valeur totale du bien. Le notionnel est de 1000 dollars. Donc c'est très important dans le mécanisme des crashs boursiers, on va y revenir, parce qu'en fait on a eu tendance à considérer que les déposits dans les achats à terme, dans les marchés financiers, alors qu'en fait évidemment quand ça baisse beaucoup, le notionnel devient très important. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, avant-dernière notion, la notion de vente à découvert. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vente à découvert, qui est aussi très utilisée aujourd'hui? C'est quand vous avez un bien, enfin plutôt vous vendez un bien que vous n'avez pas. Alors, je prends l'exemple d'une action, IBM, disons IBM, vous vendez 1000 IBM à 50 dollars pièce, donc vous vendez pour 50 000 dollars d'IBM. Or, vous n'avez pas ces IBM, mais la personne qui vous les achète veut qu'on la livre. Donc en fait, vous allez emprunter ces actions IBM, les livrer à la personne, moyennant un taux d'intérêt. Si l'action IBM baisse, vous la rachèterez plus tard. Vous rembourserez la personne qui vous les a prêtées. Et si elle a baissé, par exemple, si elle a 40 dollars, vous ferez un gain de 10 dollars par action. Si l'action monte, eh ben en fait, là, vous avez perdu. Parce que vous devez racheter à 60 dollars, par exemple, ce qui vaut 50. Donc ce qu'on appelle une vente à découvert, c'est par ce mécanisme de couverture et d'emprunt d'actions, de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Bon, c'est une pratique extrêmement répandue aujourd'hui. Alors, à quoi servent ces ventes à découvert? C'est très simple. On va revenir à l'exemple de l'agriculteur, c'est-à-dire qu'il produit ses pommes de terre. En fait, quelque part, il les a pas. Mais comme il doit les produire, il doit engager des coûts. Donc, c'est pratique pour lui d'avoir un prix fixé, mais en fait, il aura les pommes de terre que 3 mois plus tard. Donc, quelque part, c'est une vente à découvert. Donc, les ventes à découvert peuvent servir à fixer des prix quand on doit engager d'autres dépenses par ailleurs. Alors, ce dont il faut être conscient dans le cas des ventes à découvert, c'est que le risque est totalement illimité. C'est-à-dire, en fait, si vous achetez des IBM à 50, vous risquez 50 dollars au maximum. Si IBM, bon, ce qui n'arrivera sans doute pas, mais IBM fait faillite. Par contre, si vous vendez à découvert, si IBM monte à 2000 dollars, vous avez perdu 20 fois votre mise. Si je ne me trompe pas, 40 fois, pardon. 40 fois la mise, et ainsi de suite. Donc, ce qui est très important de retenir, c'est que dans le cas d'une vente à découvert, le risque est illimité. C'est ce qui rend les marchés aujourd'hui si dangereux. Alors, dernière notion que je voudrais expliquer, avant de passer dans le vif du sujet, mais vous verrez que bon, ça peut paraître rébarbatif, mais on va se servir de ces notions par la suite, c'est la notion de spéculation. Alors ça aussi, c'est une idée reçue, c'est une fausse idée. Qu'est-ce que c'est de la spéculation? Beaucoup de gens pensent que la spéculation, c'est quand vous achetez un titre en bourse. En fait, pas du tout. Quand vous achetez un titre en bourse, c'est de l'investissement. La spéculation, c'est quand vous achetez quelque chose avec de l'argent que vous n'avez pas. Donc typiquement, les achats à terme sont de la spéculation, les ventes à découvert sont de la spéculation, puisque vous ne connaissez pas l'ampleur de votre perte. Donc le terme de spéculation couvre uniquement l'achat avec de l'argent qu'on n'a pas, donc à effet de levier en quelque sorte, si vous vous rappelez de la notion qu'on a définie. Et c'est ce terme de spéculation qui va causer tant de problèmes sur les marchés. Donc voilà pour les premières notions que je voulais expliquer. Alors maintenant, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler de statistiques. Alors aujourd'hui, les statistiques sont omniprésentes, surtout avec le big data. Et effectivement, les investisseurs boursiers s'en sont pas privés. Alors, comment marchent les statistiques? Bon, là aussi, je vais essayer d'être très simple. C'est évidemment un peu plus compliqué, mais enfin, en respectant l'essentiel. On a dans le domaine statistique ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Alors, vous avez sans doute tous vu déjà une courbe de Gauss. C'est une courbe en cloche symétrique qui couvre la répartition des événements. Alors, qu'est-ce que j'entends par répartition des événements? Alors, si vous prenez par exemple comme critère, comme événement, la taille d'un individu, au centre de la courbe de Gauss, vous avez par exemple la taille moyenne en France, on va dire 1,75 m. C'est là où vous avez le plus de gens. Et plus vous allez vers les hautes tailles, et vous voyez, la courbe fait comme ça, vous connaissez tous la courbe de Gauss, moins il y a de personnes qui atteignent les tailles de 2 mètres, 2,10 m. Donc la courbe va en descendant et elle est asymptotique à l'infini. De la même façon, de l'autre côté, plus la taille diminue, moins il y a de personnes qui sont concernées par cette table. Bon, c'est la courbe de Gauss, on appelle ça, c'est ce qui s'appelle la répartition normale. Alors, premier principe des statistiques, on ne peut faire de statistiques que lorsque la population ou les événements qu'on considère obéissent à la répartition de la courbe de Gauss.
C'est absolument capital et c'est tout le problème des marchés financiers. C'est le cœur du problème, on va comprendre tout de suite. À partir de ces courbes de Gauss et ces domaines statistiques, les brillants ingénieurs financiers qui nous ont ruinés quand même déjà 2-3 fois, enfin, qui ont presque réussi, ont bâti ce qu'on appelle des produits dérivés. C'est-à-dire ces produits dérivés sont bâtis sur des approches statistiques. Alors ça met en jeu des ventes à terme, des ventes à découvert, c'est extrêmement compliqué, des couvertures. C'est des modèles mathématiques très précis, mais qui sont basés sur la courbe de Gauss et sur l'étude statistique, et qui sont censés couvrir le risque. Donc en fait, tout est extrêmement bien étudié, ce sont des gens qui sont assez forts, et donc dans ces produits, les techniques statistiques qu'ils appliquent permettent de couvrir le risque. Il y a juste un problème, et ça c'est un problème qui est connu depuis, qui est aussi vieux que les marchés financiers, c'est qu'en fait la répartition des événements sur les marchés financiers n'obéit pas à la courbe de Gauss. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'extrémité épaisse. Donc en fait, quand vous êtes au bout de... tout à fait à la fin, quand la courbe devient asymptotique et que vous êtes sur les extrémités, en fait la répartition des marchés ne correspond pas à la répartition de la courbe de Gauss. Alors, ce qui rend absolument tous les calculs faux. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que dès que vous arrivez aux extrémités, en fait, tout se dérègle. Et ça peut donner des variations hallucinantes. À ce moment-là, il n'y a plus de couverture. Donc, en fait, en résumé, les experts des marchés financiers font leurs calculs comme si tout était couvert par une courbe de Gauss, mais ça ne l'est pas. Donc, de temps en temps, et en moyenne une fois tous les 10 ans, malheureusement, on se trouve dans le cas extrême pour des tas de raisons dont on va parler maintenant. Et à ce moment-là, tout est faux. Et vous avez sur les marchés ce qu'on appelle ici la balagan, ce qu'on appelle aussi un crash boursier. Donc c'est le problème de non-conformité des marchés financiers avec la courbe de Gauss qui est la cause première de tous ces crashs boursiers. Alors maintenant, on va revenir sur ce crash de 2007. On va l'étudier un peu plus en détail pour savoir ce qui s'est passé. Alors comme tous les accidents, il faut savoir que les crashs n'arrivent que s'il y a une succession de phénomènes défavorables. Il faut vraiment un enchaînement de choses extrêmement défavorables pour qu'un crash arrive. Ça peut pas, c'est pas heureusement, ou sinon on en aurait tous les jours. Alors, et c'est ce qui s'est passé en 2007. Alors qu'est-ce qu'on a eu en 2007 ? On a tous entendu parler des subprimes, de choses comme ça. En fait, c'est pas la cause première du crash. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Si j'ose dire, l'origine du crash boursier, la cause première, celle qui a tout permis en fait, c'est la suppression aux États-Unis par Bill Clinton de ce qu'on a appelé la Glass-Steagall. Alors qu'est-ce que c'est Glass-Steagall ? C'est une loi américaine qui était en vigueur depuis 1930 qui interdisait aux banques d'affaires d'être en même temps banque commerciale. Bon, ce qui était quand même une protection extraordinaire pour éviter les crashs, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas jouer avec l'argent de leurs clients. Et quand ils étaient banque d'affaires, ils avaient des fonds limités, donc ils ne pouvaient pas quand même faire trop de dégâts. Alors c'est quelque chose qui a été adopté en 1930, qui a été extrêmement efficace, puisque il n'y a pas eu de crash depuis 1930, il y en a eu un en 87, mais il a été plus limité. Il faut savoir que ce Glass-Steagall a été introduit par Joe Kennedy, qui était le père du président, qui par ailleurs était quelqu'un de très peu recommandable, qui lui-même avait été spéculateur très actif sur les marchés, qui avait quand même démoli les marchés. On a eu l'idée brillante de nommer patron de la SEC après le crash. Évidemment, il savait tout à fait ce qu'il fallait faire pour éviter ce genre de problème. Donc Joe Kennedy, Glass-Steagall, il y a eu d'autres mesures qui étaient assez efficaces, mais c'était vraiment la mesure la plus forte. Alors, le problème de ce Glass-Steagall, c'est qu'il était valable aux États-Unis. Donc, avec la mondialisation de l'économie, il pénalisait les banques américaines beaucoup plus que les banques étrangères. Donc, Wall Street a fait une grosse pression sur Bill Clinton pour qu'il supprime ça. Il a fini par le supprimer. Je crois que c'était en 1997, mais j'en suis pas sûr. Enfin, dans les années 90, on a supprimé le Glass-Steagall. Donc, évidemment, toutes les banques commerciales se sont jetées sur l'occasion pour devenir aussi banques d'affaires. Et ça a donné le développement de la bulle financière. Il y a eu un deuxième phénomène à partir de là. C'est l'autorisation des subprimes. Là aussi, on retrouve Bill Clinton, qui partait d'une bonne intention, qui a autorisé ce qu'on appelle les subprimes. Alors, les subprimes, c'est-à-dire, on permettait à des gens qui n'avaient pas vraiment la surface financière d'acquérir une maison, donc d'emprunter pour acquérir une maison. Ça a permis à beaucoup de gens de se loger, mais le problème, c'est qu'en fait, ces gens n'auraient jamais dû avoir de prêt. C'était une volonté politique de Bill Clinton. Troisième phénomène qui est arrivé là-dessus, c'est que le grand acteur de ces subprimes, donc avec ses prêts, il y a tous ces prêts immobiliers, s'appelait AIG, qui était une compagnie d'assurance américaine. Ils ont ce qu'on appelle titrisé les subprimes. Alors qu'est-ce que c'est titrisé ? C'est un terme très savant. En fait, ça veut dire refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. Titrisé, c'est, vous savez que les prêts ont une valeur. Les banques se revendent les portefeuilles de prêts d'une banque à l'autre. Mais un prêt a une certaine valeur parce que vous avez un flux de remboursement, des intérêts, donc un prêt vaut quelque chose.
quand vous voulez toucher ces remboursements. Donc l'idée a été de mettre tous ces prêts dans un fonds commun de placement et de les vendre à des clients individuels ou à des banques. Donc on appelle ça titrisé. Donc en fait, ils repassaient. AIG a bien compris quand même qu'il y avait des petits problèmes avec ces prêts. Donc ils ont titrisé, ils ont repassé ça à d'autres personnes, moyennant au passage, ils prenaient d'ailleurs une commission. Alors là où AIG a commencé à faire des choses très glissantes, c'est qu'ils ont donné à ces fonds communs qui étaient de titrisation leur rating. Alors qu'est-ce que c'est que leur rating? Vous avez tous entendu parler des AAA, des AA. Bon, AIG étant une société exemplaire à l'époque, a bénéficié d'un AAA. Donc les fonds communs de placement de titrisation étaient en AAA. Donc les sociétés qui les ont acquis ou les particuliers qui les ont acquis pensaient acheter du AAA. Alors qu'en fait, c'était des prêts qui étaient très peu solides. En fait, AIG a prêté son AAA pour pouvoir vendre plus facilement ses portefeuilles de prêts. Donc voilà la première partie, en fait, la première étape du crash. C'est-à-dire, donc je répète, suppression Glass-Steagall, autorisation des subprimes, titrisation des subprimes, et donc vous avez dans le monde de la finance des portefeuilles énormes de prêts qui se baladent, qui sont censés être des AAA, donc extrêmement solides, et qui en fait sont des prêts qui sont plutôt du côté junk, ce qu'on appelait junk, c'est-à-dire pas très fiables. Alors à partir de là, il y a encore deux problèmes qui ont causé le crash. Le deuxième problème est ce qu'on appelle, alors c'est une invention exceptionnelle, encore une fois, de nos banquiers d'affaires, qui s'appelle les CDS. Alors qu'est-ce que c'est que les CDS? Ce sont les Credit Default Swap. Crédit Default Swap, c'est très simple. Si vous venez me voir et vous me demandez de vous prêter $1 million, bon évidemment je suis un peu inquiet de votre solidité financière, je vais hésiter avant de vous les prêter. Alors il y a des gens qui sont proposés en disant voilà, vous prêtez les $1 million et si vous me donnez $1000, moi je vous garantis, si la personne qui vous les a empruntés fait défaut, je vous garantis que je vous les rembourse. Donc en fait, pour la personne qui empruntait, elle avait son $1 million. La personne qui prêtait avec intérêt, mais elle était garantie par une assurance, et ainsi de suite. Donc ce marché des CDS, des Credit Default Swap, est monté à 16 000 milliards de dollars. C'est un chiffre stratosphérique. Alors il faut bien comprendre que ces Credit Default Swap, quelque part, c'est une assurance. Bon, ça tout le monde l'a compris. Mais quand vous avez un contrat d'assurance, vous payez une prime de $1000, d'accord? La société d'assurance va mettre en réserve $900 pour les sinistres à venir, parce qu'elle sait qu'il y aura 90% de sinistres. Les 10% restants vont servir aux frais de fonctionnement, à la rémunération, à tout ce qu'on veut. Mais 90% sont mis en réserve. Les banquiers d'affaires, voyant arriver cette manne de primes, en fait, n'ont jamais pris de provision, en disant, de toute façon, cette boîte ne va jamais faire faillite, parce qu'on parlait quand même de grosses banques mondiales, genre AIG en particulier. Donc, en fait, ces $1000, je vais les distribuer en bonus. Et c'est comme ça qu'on a eu des bonus dans les marchés financiers absolument considérables. Donc, les gens empochaient cette prime en bonus, ne prenaient aucune provision là-dessus, parce qu'ils disaient qu'il n'y aura jamais de sinistre, et ça faisait des chiffres colossaux, des millions de dollars qui se baladaient. Tout le monde était content, il y a 16 000 milliards qui se baladaient dans le monde de CDS, et boum, un jour, qu'est-ce qui... Alors oui, il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui se sont émus de cette situation. Ils sont allés voir la SEC en disant il y a un très gros problème là-dessus. La SEC a répondu que c'était un produit d'assurance, ça ne la concernait pas. Donc ils sont allés voir la société, l'autorité de tutelle des assurances américaines, qui a répondu ça c'est un produit financier, ça ne nous intéresse pas. Donc ce petit jeu des CDS a continué très longtemps, donc encore une fois jusqu'à atteindre 16 000 milliards de dollars. Il faut se rendre compte quand même que c'est que 16 000... Alors là justement, 16 000 milliards de dollars, c'est ce qu'on appelle le notionnel, pour revenir à la notion, à ce dont on a dit tout à l'heure, parce que la prime en question faisait qu'une fraction de ce notionnel. Mais alors là, le seul économiste qui a dénoncé ça s'appelait Uriel Roubini, qui est le seul qui, en fait c'était un peu par hasard parce qu'il y a une étude à faire sur les prix immobiliers de la part de la Fed et il s'est aperçu de la catastrophe imminente. À l'époque on l'a beaucoup critiqué là-dessus et puis évidemment quand le crash est arrivé on l'a appelé le prophète. Alors là-dessus, première catastrophe, donc on s'aperçoit que AIG commence à avoir des gros problèmes avec ses prêts qui ne sont pas remboursés. Donc évidemment il y a des banques qui exercent la garantie. Alors du coup, stupéfaction, parce qu'aucun des assureurs n'était prêt à rembourser le moins de sinistre, stupéfaction, il n'y avait pas l'argent. Et ça provoquait un effet de chaîne, c'est-à-dire que toutes les banques finalement qui avaient des garanties achetées par CDS ont demandé le remboursement du prêt, et toutes les banques, et c'est comme ça que toutes les banques de Wall Street se sont retrouvées en faillite. Alors l'exemple typique qu'on donne, c'est Lehman Brothers évidemment, qui avait vendu pour 400 milliards de CDS en notionnel, et à qui on a demandé de rembourser. Alors comment ça s'est arrangé? Ça s'est arrangé parce que l'État américain a quand même couvert une partie des pertes, a remboursé ça. Il y a notamment des banques comme la Société Générale qui avait 150 milliards de prêts
dans leur bilan qui ont été remboursés par l'État américain, beaucoup de banques européennes, mais par contre sur Lehman Brothers, l'État américain dit stop, on arrête là. On peut pas indéfiniment couvrir tout le monde pour ces bêtises. Donc un effet domino qui a provoqué la faillite de toutes les banques de Wall Street qui ont dû être renflouées en urgence par le gouvernement américain, sauf Lehman Brothers, donc qui a coûté 400 milliards. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc le deuxième volet de ce crash, c'est ce fameux produit CDS qui permettait à tous ces banquiers de Wall Street d'embaucher des bonus hallucinants, mais qui en fait était extrêmement dangereux et que personne n'a régulé. Donc à partir de là, les subprimes qui ont généré des grosses pertes, les CDS qui ont... Oui, je voudrais ajouter aussi que le problème des CDS, c'est que les gens n'avaient plus de jugement sur le risque. C'est en fait quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter $1 million, vous réfléchissez. Mais si la personne, et si vous pouvez avoir une assurance sur la personne, vous lui prêtez, vous réfléchissez plus. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, les gens réfléchissaient plus, ils prêtaient à tour de bras, sûrs d'être garantis par des assurances. Donc ça a provoqué des pertes considérables dans tous les sens, et toutes les banques américaines étaient virtuellement en faillite. Bear Stearns aussi a déposé le bilan. Il n'y a pas eu que Lehman Brothers, mais Bear Stearns aussi, mais c'était beaucoup plus petit. Donc à partir de là, toutes ces grosses pertes. Troisième chose, troisième enchaînement, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de ces statistiques qui étaient complètement fausses dans les cas extrêmes. Évidemment, les produits on s'est retrouvé dans ces cas extrêmes puisque tout le monde s'est mis à vendre tout ce qu'ils avaient pour se renflouer. Donc on s'est retrouvé dans les cas extrêmes des statistiques, à savoir l'extrémité de la courbe de Gauss. Et évidemment, tous les produits dérivés qui étaient censés être extrêmement bien couverts se sont mis à générer des pertes hallucinantes. Donc voilà l'enchaînement du crash. Alors je répète ce qui s'est passé en 2007. Suppression de Glass-Steagall, AAA. Les CDS qui ont permis à tout le monde de faire n'importe quoi en étant persuadés qu'ils étaient couverts. Énormes pertes générées, et toutes les statistiques, et le fameux point faible des marchés financiers, c'est-à-dire cette extrémité de la courbe de Gauss, on sait que ces produits dérivés ne sont pas valables. Alors pourquoi on les tolère ? Parce qu'en fait ça rapporte beaucoup d'argent. Qu'il y a un problème une fois tous les 10 ans, et que quand le problème arrive, ceux qui ont gagné de l'argent les 5 ans avant, ils sont tous en Floride dans leur super villa. Donc c'est pour ça qu'on les tolère. Bon, alors maintenant, évidemment, la question qui se pose, c'est qu'en est-il actuellement, quoi, avec il y a quand même énormément de trading sur Wall Street, il y a beaucoup de choses qui se passent, est-ce qu'on a encore ce risque ?